On s'inquiétait en fin d'épisode la semaine passée, vendredi. Alex, je ne sais pas si tu l'as attrapé. J'ai écouté, je ne sais pas si je me suis rendu au bout, Jusqu'à la donc fin. je vais savoir si je On va m'en le souviens savoir. ou pas On va le savoir quand là, tu vas là. le dire, parce que ça se peut très bien que je l'ai écouté au complet et que je m'en souvienne plus. Ça c'est aussi, très possible. toutes ces réponses sont Très envisageables. possible, ouais. On rebondissait sur une chronique de Martin qui se disait, coudon, ça va arrêter quand la progression des valeurs Oui, je l'ai des écouté. équipes sportives? Parce que là, ça fait peur. Hein, dans les dernières années, les équipes, juste les équipes de la LNH, c'est pas la moyenne. C'est une des ligues les plus performantes à ce niveau-là, mais les moyennes des valeurs des équipes s'est améliorée de 30 Puis on se dit, coudonc, dans 10 ans, ça va valoir combien, le Canadien? Tu sais, des milliards. Et là, samedi, je faisais du rattrapage. Moi qui n'avais pas regardé un match des Alouettes depuis beaucoup trop longtemps pour que mes patrons soient au courant. Je me disais, c'est peut-être ça l'avenir. C'est peut-être ça, des ligues. Parce qu'on s'inquiétait, on se demandait c'est quoi l'avenir, tu sais, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Tu sais, Qui va peut-être pouvoir que- se payer ça, surtout? Qui va, c'est ouais. ça. Puis à un moment donné, j'imagine que ça va perdre, je sais pas, il y a quelque chose qui va se perdre. Il y a peut-être même déjà quelque chose qui s'est perdu. Tu sais, quand on regarde, je sais pas, Cristiano Ronaldo jouer au Moyen-Orient. Fait que je regardais les gars qui gagnent, 70 000, 100 quelques mille, tu sais, comme se battre. Puis je me disais, peut-être que l'avenir de cette relation romantique qu'on a avec le sport va passer par les championnats de deuxième catégorie. Tu sais, en Europe, tu as du soccer tu sais, deuxième division, troisième division. Tu as ton équipe au village, tu sais, que tu peux suivre. Donc voilà, je me réconciliais. Je me suis réconcilié avec les Alouettes. Bravo. Merci. C'est un beau prêt. Écoute, c'est ça. moi, je vous en parlais la semaine dernière. On parlait de Winnipeg, là, puis je vous avais dit les Blue Bombers. Ils font de l'ombre. Vous vous rappelez Aux pas? Jets, oui, ouais. il y avait une excellente fiche Ouais. de 14-4. Ah, ouais. Ben, c'est ça. Finale. Coupe gris. Êtes-vous excité? Allez-vous la regarder? Moi, je suis comme excité. Ouais, Ça me moi semble, aussi. ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas, que Ben, c'est j'étais pas un peu passé excité grand-chose. samedi et j'ai regardé le match des Carabins. Surtout, pendant celui des Alouettes, je me préparais plus pour le duel du Canadien, là, mais le match des Carabins était plus tôt. Donc, j'ai pu regarder ça. Ouais. C'était un beau samedi de sport C'est vrai. montréalais. Et puis, c'était très agréable. Et oui, j'étais un peu excité aussi pour les Alouettes aussi. Depuis, on était choyés. J'aimais ça, moi, les Alouettes à l'époque, là, à la grande époque de Ben Cahoon, de Calvillo. Il y avait aussi Mike Pringle un peu avant, le porteur de ballon. T'es au donc début bien des années. vieux. Je me rappelle de Pringle, mais Ah non, ouais. mais Je te c'est quand je m'y attardais un petit peu plus à l'époque. Sonny Wade, Gabriel Grégoire, tout ça, t'as pas... Ça, moins. OK. Ben, Gabriel Grégoire, je sais c'est qui, mais je ne l'ai pas vu jouer. OK. Pierre Vercheval non plus. Mais Éric Lapointe. Oui. Ouais, Le Éric chant. Lapointe. Non, c'est pas Étienne Boulay, Mathieu C'est Proulx, vrai, toute ben cette ouais, gang-là, ben ouais, je me toute cette rappelle. gang-là, ben oui. Mathieu Proulx m'avait déjà confié la Coupe Grey. Hein? Pas longtemps, là. Oui, ça me dit quelque chose Ça, quand tu j'ai- travaillais sur Culture J'étais le Physique. gardien de la Coupe Grey. Oui, on était première année de l'émission de radio Culture Physique, qui est animée par Claude Kenville. On fait une émission à la Forge à Tremblant, parce que c'est les 24 heures de Tremblant. Donc, on va enregistrer directement là-bas un vendredi soir, je pense. Et puis, les Alouettes viennent de gagner la Coupe Grey. Donc, 2010, je pense. Et Mathieu Proulx était venu à la Forge avec la Coupe Grey. Il faisait une entrevue avec Claude. Il était là pour les 24 heures. Et il se fait happer ou interpeller par des gens qu'il connaît, ou je sais pas trop. Moi, je suis là, vulgaire recherchiste, et on salue tous les recherchistes à l'écoute, T'étais pas vulgaire. Ben, un peu. Ton habillement, peut-être. peut-être à l'époque. Et puis, donc, je suis attablé, puis Mathieu, il vient, bam, il dépose la coupe Grey devant moi, il dit « Peux-tu me garder ça 2 secondes? Faut que j'aille voir des gens. » Je dis « Oui, oui, pas de problème. » Puis il y a une dame qui est venue, puis qui visiblement connaissait rien au football, qui m'a dit « Ah, vous avez gagné la Coupe Grey! » Là, je me suis levé et j'ai dit, madame, ai-je vraiment gagné la Coupe Grey? Il y a des porteurs de ballon C'était gentil. qui sont pas super loin de C'est vrai. ton gabarit. En taille, oui, mais encore en drôle. musculature, c'est Ouais. autre chose. Alors, je salue la madame. Mais oui, j'ai déjà Ben été oui. gardien de la Coupe Grey pendant 5 minutes à peu près. Très bon, très bon. Vas-tu regarder le match? Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, c'est correct. Je disais bonne anecdote. Ouais. Merci, Martin. C'est bon. Ben, bon, Ça fait bonne changement de évaluation. Cindy Crawford. Oui, c'est ça. Celle-là, on l'en... Mais tu nous la ressortiras la fois que tu as regardé Ben, la Coupe Grey, c'est la d'ici première la fois fin de la que je voulais saison. dire, oui. Oui, sûrement, sûrement. Est-ce que tu vas regarder le match, Martin? Probablement. Probablement. Écoute, ça fait quelques années que je me suis désintéressé du... C'est ça, on a vécu football. ça, je pense, tous les trois. Ben oui, d'un côté. Puis tu sais, j'ai des amis qui sont des mordus aussi de la NFL, qui ne jouent Ouais. que par ça, qui font plusieurs voyages par année. Mais
le travail, je pense, nous oblige tellement à être focusé sur le hockey, sur tout ce qui se passe. J'ai de la difficulté pendant la saison d'automne et d'hiver à m'intéresser, à suivre d'autres choses. Fait que, du football, je regarde un quart d'un match de la NFL ici et là. Les Alouettes, ça n'a pas été fameux au cours des dernières années, fait que je n'ai pas beaucoup regardé. Et c'est peut-être à ça que va servir ce match-là, de raccrocher des gens qui avaient décroché au cours des dernières années. Rembarquer la chaîne. Tout à fait. Non, puis Et cela dit, très content pour Danny Maciocia qui a mis Ouais. beaucoup d'énergie Ouais. là-dedans, beaucoup de passion. Les Alouettes ont passé à travers des années très difficiles, le changement de propriétaire, moyens financiers limités, pas le temps de préparer le repêchage comme il faut à cause de l'incertitude au niveau des propriétaires, tout ça. Et ils se retrouvent en finale de la Coupe Grey, donc c'est quand même une belle histoire, là. Alors, pour tout savoir sur ce match, retrouvez-nous mardi prochain, 48 heures après, puis sur une autre vibration. On fera le balado de vendredi à Hamilton, au tailgate. Tellement football. Il y a là un bon concept. Oui, OK, c'est ça. C'est à l'horaire. On aura sûrement l'occasion d'y revenir. Aujourd'hui, le Canadien se tire d'un gros week-end. Libérer Sean Moynihan, c'est ma prêche, c'est mon plaidoyer. Et les portes du temple étaient ouvertes. C'est tellement hockey, épisode 272. Souligner, tu parlais du grand week-end de sport où il y a les Carabins, les Alouettes, le Canada à la Billie Jean King Cup. Tout à fait. Je fais exprès de le dire en anglais. Oui. C'est un bel exercice. Une compétition de seconde catégorie, malheureusement. Ah, ouais, ben là, regarde, Comme la Coupe Davis, essayait, d'ailleurs. comme la Coupe Grey aussi. Ça, dans la Non. catégorie les grands hommages de tellement hockey. Vous êtes bon, Non, ça, mais. c'est pas pareil. La Coupe Grey, c'est une autre ligue complètement. OK. La Billie Jean Cup et la Davis Cup, c'est des tournois qui sont boudés par les meilleurs joueurs au monde et par les pays européens. Il faut dire Billie Jean King Cup. Billie Jean King Cup. OK. Puis on souligne aussi la victoire des Grizzlies de Boucherville en catégorie Bantam. En régie. Il y a un coach en régie qui Bravo, est très Jack. fier, qui a célébré avec le trophée avec les autres coachs dans un endroit peu recommandable de Boucherville. Vous avez entendu notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, M. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Salut, Alex. Et notre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Mais c'était une game, moi, qui aurait pu aller n'importe quel bord, cette game-là. C'était pas mal even. En première période, on a manqué un petit peu d'exécution, mais en deuxième, on était là. On n'a pas été opportunistique sur nos chances. Mais je suis content du match qu'on a joué contre une bonne équipe encore. Martin Saint-Louis, après la défaite du Canadien contre les Canucks de Vancouver à Montréal dimanche soir, et non seulement il parlait du match, mais il parlait aussi de la séquence, parce que c'est vrai que c'était costaud. Je pense, Martin, tu disais, pour commenter, quand on parlait de l'utilisation de Caden Primo, c'était la semaine passée pour le match du mardi soir, qui était un peu plus prenable, où en fait, tu disais, on est à l'aube, là, on pourrait avoir une séquence de défaites. C'est assez costaud, le calendrier. Là. Oui. Est-ce que c'était mardi qu'il a joué? Primo a joué jeudi. Il a à joué Détroit. jeudi, c'est C'est ça. ça. C'était jeudi. Contre les Détroit, Red contre les Red Voilà. Wings. À Détroit contre le Lightning. Il a joué jeudi à Détroit contre le Lightning. Est-ce que Il y a une petite coulisse est-ce que là-dedans. ça se shake un Une peu? petite coulisse Shake un de peu ça, du nez? oui. OK. Bon. Faux Vas-y, départ. Martin. Et je vais retrouver mes idées. Ouais, un peu. Non, mais bref, c'était une semaine costaude, puis le Canadien s'en tire pas pire. Sans dire pas pire, les trois gardiens ont été utilisés dans ces trois matchs-là à Détroit, contre Boston et contre Vancouver. Les trois gardiens ont bien fait. Les unités spéciales ont été très bonnes dans cette séquence de trois matchs en 4 soirs. L'avantage numérique a fonctionné à 36,4 % contre des très bonnes équipes. Le désavantage numérique, qui est quand même, on se le disait il n'y a pas longtemps, si le Canadien pouvait améliorer cet aspect-là du jeu, ça aiderait beaucoup. Et le désavantage numérique a fonctionné à 90 %, encore une fois, contre des très bonnes équipes. Et ça a permis notamment de remporter le match contre les Bruins de cette performance-là en désavantage numérique. Il y a eu un désavantage numérique à 3 contre 5 absolument
fabuleux où les gars se sont sacrifiés, ont bloqué des tirs, Goulet notamment, s'est jeté devant. Goulet, Kovacevic, Oui. Dvorak. C'était vraiment, et je pense que c'est sur ce genre de succès-là et d'engagement-là que tu peux construire, développer une unité des avantages numériques qui trouve une fierté à faire ça, à réussir. Puis on dirait que les gars commencent à trouver leur repère aussi. Donc, ça va peut-être améliorer les choses pour le Canadien à partir de maintenant. Il y a Mike Matheson qui a été bon en attaque. Défensivement, ça a été plus difficile. Il a commis beaucoup de revirements. Mais on parle beaucoup de ces revirements à Matheson, mais tous les gars qui touchent beaucoup à la rondelle dans la Ligue nationale sont... Les gars qui ont le plus de possession de rondelles commettent forcément plus de revirements. Matheson a peut-être tendance à trop vouloir se fier à son coup de patin extraordinaire. Parfois, il ne laisse pas travailler la rondelle qui va 8 fois plus vite que les joueurs patinent. Mais cela dit, il y a quand même eu une bonne semaine en attaque. Il y a eu Caden Goulet aussi qui a contribué avec un but, une passe dans ces 2 matchs-là. Donc, un peu plus d'apport offensif de la part des arrières du Canadien. C'était tranquille en début de saison de ce côté-là. Donc, et tout le monde a parlé de... ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'on parle de Slavkovski, là, mais tout le monde a parlé de Slavkovski, qui a quand même eu des bons matchs à travers ça. C'est pas parfait. Loin de là, je trouve qu'il se fait frapper solidement souvent. Là, Dimanche, 2 solides mises en échec. Des mises en échec percutantes. Il s'expose beaucoup, mais offensivement, il touche beaucoup plus à la rondelle, plus engagé, obtient des chances de marquer. Et ça, on dirait que la roue commence à se mettre en marche dans son cas. Et le déclic semble s'être produit depuis qu'il joue avec les meilleurs joueurs de l'équipe. Là, par le temps qui court, il joue sur le même trio au sein du même trio que Cole Caulfield. Il a joué avec Nick Suzuki et Caulfield aussi. Et on dirait que ça a comme ouvert une nouvelle fenêtre pour lui là, depuis que ça se produit. Donc, quand même, c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment le Canadien s'est débrouillé dans cette séquence-là. Mais on a un peu l'impression que tout ce qui fonctionne... Ben, non, je ne présenterai pas ça comme ça. C'est comme le contraire. Les dernières semaines ressemblent au contraire de ce qu'on voyait avec les premières semaines du calendrier. Et l'exemple ultime de ça, c'est qu'en début d'année, le Canadien était une équipe dominante à 5 contre 5. Puis les unités spéciales, ça faisait dur. Là, c'est comme un peu le contraire. Oui, dominante à 5 contre 5 en raison de ses gardiens. Qui faussait la donne. Donc, l'équipe n'était pas si dominante que ça. C'est vraiment les gardiens de but qui faisaient une différence. L'avantage numérique s'améliore, c'est vrai, mais va relativement rondement depuis le début de la saison. Là. C'est certainement un des bons points. Ils ont disputé 15 matchs. Là. Ils ont marqué dans 12 des 15 rencontres jusqu'à présent. Donc, c'est quand même assez solide. Je voyais passer une statistique. Ils comptent 14 buts présentement en avantage numérique depuis le début de la saison, le Canadien. Ils avaient marqué leur 14e l'année dernière, le 15 décembre. Donc, on est un peu à l'avance. Un mois d'avance. Un bon mois d'avance. 23 depuis le début de la saison, 10e dans la Ligue nationale. Donc, on tombe dans le premier tiers. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Canadien dans ces zones-là. Donc, c'est encourageant. Effectivement, le désavantage numérique, il y a du travail à faire encore, mais c'est certainement un bon point, un bon point au tableau là, pour le CH. Alors, oui, c'est intéressant. Moi, l'exploit minuscule de la fin de semaine, en minuscule, c'est un exploit quand même. L'exploit est correct, mais... L'exploit en minuscule de la fin de semaine, c'est la victoire contre les Bruins. Ce qui aurait été un exploit majuscule, ça aurait été d'être en mesure d'enchaîner après cette victoire-là contre les Bruins, parce que c'est difficile pour n'importe quelle équipe de jouer le lendemain très rapidement après une bataille aussi émotive que celle-là. Et ça l'est d'autant plus pour une jeune équipe, pour une équipe en développement comme le Canadien. Alors, ça aurait été franchement impressionnant s'ils avaient pu sortir avec un niveau de fougue comparable, peut-être pas aussi intense parce que c'est vraiment presque impossible à reproduire à chaque jour, mais un niveau de fougue et d'intensité comparable contre les Canucks. C'était un match correct face à Vancouver, puis je comprends que Martin Saint-Louis n'a pas voulu taper sur la tête de personne. C'est compréhensible, mais c'était pas non plus une grande performance là, de la part du Canadien. Moi, j'ai trouvé que même s'ils ont obtenu un petit peu plus de chances de marquer en première période que les Canucks, je pense, ils étaient embourbés dans leur territoire. Les défenseurs commettaient constamment des revirements. On avait beaucoup de difficultés à battre l'échec avant des Canucks qui étaient hyper agressifs. En deuxième période, Vancouver a complètement dominé. Alors,
c'était Pas sûr que le match aurait pu aller d'un côté comme non, de l'autre. moi, je trouve comme, pas que c'était Saint-Louis vient de le dire. 50-50. Ouais. là. C'était pas 50-50, mais le but refusé aux Canadiens Ça a changé la donne. a changé Ouais. l'allure du match quand même. On s'est retrouvé au lieu d'une avance de 2-1. Au lieu de 1-1, en fait, ils avaient créé, c'est ça, auraient c'est créé ça. l'égalité. Au lieu de 1-1, on s'est retrouvé 0-2. Parce que Mikheyev va compter tout de suite après. C'est ça. Puis, tu sais, là-dessus, il y a eu, c'est ça, quelques erreurs. Le trio de Suzuki a pas eu... Je sais que Josh Anderson a eu quand même pas mal de chances de marquer, mais c'est pas un trio qui a bien performé, là. Ils ont souvent fait de longues présences dans leur zone. C'est sur une présence interminable, puis un dégagement un peu paresseux de Suzuki que le deuxième but est survenu, puis une mauvaise lecture de Justin Barron après. Mais bon, bref, il y avait un petit peu de tout ça là-dedans. Alors, au lieu de rester à 1-0, après s'être fait refuser un but en plus, pouf, Mikheyev a compté. Arlen aurait probablement dû arrêter le tir. Donc, il y a quelques moments ici et là, qui démontrent, je pense, que c'était une performance moyenne là, du Canada. C'était vraiment pas un désastre, mais c'était pas convaincant non plus. Mais c'est ça, tu parlais du hockey à 5 contre 5 tantôt. Il y a quand même des signaux. Il y a 15 matchs de jouer maintenant. Il y a beaucoup de signaux qui montrent que cette équipe-là, quand il y a de l'espace sur la patinoire, quand il y a de la marge de manœuvre, quand on joue à 3 contre 3 en prolongation, quand on est en avantage numérique, les bons attaquants, les meilleurs attaquants du Canadien sont très à l'aise. Quand il faut jouer du hockey au pic et à l'appel à 5 contre 5, puis l'espace est plus restreint, puis il faut être patient, puis aller plus dans les zones difficiles pour marquer, c'est moins concluant. Ouais. Tu sais, le Canadien est 25e dans la Ligue nationale pour le nombre de buts marqués à 5 contre 5. Différentiel de plus 1 seulement à 5 contre 5. Et tu regardes, tu sais, le Canadien a 2 victoires en temps réglementaire seulement après 15 matchs. Donc, c'est pas bon. s'il n'y avait pas eu la prolongation, Non, si on était avec l'ancien système, là, le Canadien, l'ancien système de pointage au classement, le Canadien aurait 3 victoires, 6 défaites, 6 verdicts nuls. Alors, c'est ça. Il y a des choses, il y a vraiment des choses qui ne sont pas parfaites. Puis le Canadien, les gardiens ont sauvé 7,5 buts à 5 contre 5. C'est le 5e plus haut total de la Ligue nationale. Donc, les gardiens continuent à faire le travail, mais on voit que cette équipe-là marche sur un fil. Ouais. Le bon point, c'est qu'ils en donnent peu à 5 contre 5. Oui. Principalement, là, comme je l'avais dit, puis comme tu viens de le démontrer, en raison des gardiens, mais ils sont 3e là, dans la Ligue pour les buts marqués à 5 contre... les buts accordés à 5 contre 5 avec 21. Donc, ça, c'est très bien. Parenthèse sur les gardiens, ils ont été très bons cette semaine. Est-ce qu'on va les revoir, les trois? Est-ce qu'il faut s'attendre à ça? Allez-en, un Un après l'autre? Tu ne poses pas la question, un après l'autre. Regarde, c'est ça. Puis Martin, ça va être réglé. Quel gardien joue? Ben regarde là, où est-ce qu'on est rendu? C'est le tour à qui? Donc, ça serait le tour à Primo ce soir. Ça serait le tour à Primo contre les Flames? Contre le Calgary, oui. Non, je pense pas qu'on va procéder comme ça. Non? Il y avait une grosse séquence là, de 4 matchs en 6 jours, assez intense. Donc, et puis, une fois de temps en temps, il faut donner du temps de glace à Cayden Primo, évidemment. Il faut qu'il voit un peu d'action, mais je pense pas qu'on va faire une rotation de chacun son tour, les petits gars. C'est à qui le tour? Martin Saint-Louis il dirige son équipe en ce moment quand même pour gagner des matchs, là. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Ça peut avoir l'air bizarre à dire, là, mais... Gagner des matchs? Ouais. Ah, ouais. Alors, je pense que les décisions vont être prises en fonction Ben, de ça, mais c'est sûr qu'il faut qu'à l'occasion, il envoie Cayden Primo. Puis il a paru très, très solide jeudi. Vous en avez parlé d'ailleurs avec Marc-Antoine, bon. donc on va pas trop revenir là-dessus. C'est moins gênant. C'est pas gênant de le lancer Exact, s'il joue comme ça. Et peut-être que on était tous là un peu à déchirer notre chemise. Peut-être que l'expression est On un n'en peu forte. revenait mais pas. On On trouvait que ça n'avait pas d'allure. on On se s'indignait. met c'est quoi ça? Non, mais Trois on se disait gardiens. que c'était pas l'idéal Ouais. dans un contexte de développement pour Cayden Primo. C'est probablement pas le cas à long terme, mais jusqu'à présent, ça semble lui aller. Il Mais passe, c'est pas supposé, enfin. il Non, passe beaucoup c'est de pas temps. normal. Non, mais ça fait pas si longtemps. Là. Il passe beaucoup de temps avec Éric Raymond, un entraîneur des gardiens de la Ligue nationale, a le temps de peaufiner des trucs, visiblement. Et puis, il était vraiment confiant jeudi. Ce qui est pas une attitude ou un trait de caractère qu'il a affiché très souvent dans la Ligue nationale, cette confiance-là. Peut-être que ça lui bénéficie en ce moment. Ça pourra pas être... C'est pas un statu quo qui va pouvoir perdurer très, très longtemps, là, pour son propre bien, je pense. Mais jusqu'à présent, ça fonctionne. Et ça fonctionne pour tout le monde, parce que Jake Allen, plus reposé, je pense qu'on le voit, là, est clairement plus performant.
que quand il a à garder les filets sur une base plus soutenue. Ça, il prend 2 autres gardiens à Jake. Idéalement. En tout cas, pas plus que 40. C'était juste... C'est vraiment du moitié-moitié, je pense, dans son cas. Comme ça lui donne le temps de se reposer un peu plus. Puis c'est normal quand tu es un peu plus vieux puis que le corps récupère moins rapidement. Puis bon, vous avez vu que Samuel Montembeault est en négociation avec le Canadien. Ben, on l'a pas vu, là, parce que Vous n'avez pas regardé ça? J'ai pas... Il est assis dans une chaise. Non, c'est là, ça. ça négocie. Ah oui, OK. Ouais. Comment ça ressemble? À quoi ça ressemble? Mais on lui en a parlé après le match samedi soir, rapidement, oui. Oui, puis c'est lui, il jouait samedi. Puis il a dit qu'effectivement, là, ça négocie, mais que ça vient de commencer, puis qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit réglé tout de suite. Mais c'est une nouvelle en soi parce que c'est pas nécessairement l'impression qu'on avait, là, que le Canadien... on en parlait avec Marc-Antoine, qui avait discuté avec des gens, je pense, de l'organisation. Moi, je ne veux pas lui mettre lui prêter les intentions. Mais en tout cas, on avait cette discussion-là, puis l'impression qu'on avait, c'est que c'était vraiment pas clair que Hughes voulait prolonger l'association tout de suite. Là. Pas qu'il voulait pas le faire, mais qu'il n'était pas rendu là. Et puis bon, là, les données semblent avoir changé. Il serait rendu là. Bon. Intéressant. Très bien. Mais oui, absolument. advenant une prolongation de contrat, on s'entend que ça veut dire que c'est la sortie de Jake Allen. Non, c'est ça, je te dis. Là. C'est 3 gardiens maintenant, puis c'est chacun son tour. Parce que ça cohabite avec l'idée de gagner des matchs. You know, life's hard. Sometimes you can do everything right. And I always say, winning's not loyal. You can do everything right. Doesn't mean you're going to win. Bon, j'aime pas ça mettre des extraits de Martin Saint-Louis en anglais, mais ça, c'était trop bon. Parce que la victoire, c'est pas loyal. Et ça, encore là, comme on le fait, comme on le note souvent, c'est aussi une métaphore de la vie. C'est pas parce que dans votre vie, tu fais ce qu'il faut. Vous faites tout ce qu'il faut que le résultat n'est pas loyal. Ça ne veut pas dire que nécessairement... Moi, j'irais avec fidèle en français plus que loyal. Oui, mais ça fonctionne, non? Oui, peut-être. Que les linguistes se manifestent, ça marche. les deux fonctionnent. Parce que, comme tu l'as dit, Alex, de toute façon, c'est vrai que cette équipe-là essaie de jouer pour gagner, puis on est en C'est faveur. tout à son honneur. On est en faveur. Mais cela dit, on apprend ça très, très tôt quand on fait du sport, là, que tout ce que tu contrôles, c'est de faire les bonnes choses pour gagner. Ouais. Puis il y a un grand nombre d'événements qui surviennent dans un match de hockey qui sont dus au hasard. Tu sais, une rondelle qui dévie sur un bâton, un patin. Il y a un paquet de... C'est particulièrement vrai au hockey, je pense. Oui. Il y a un paquet d'événements qui surviennent qui nuisent à tout ce que tu fais bien, mais généralement, la loi de la moyenne fait en sorte que si tu exécutes comme il faut le plan de match, que tu respectes les consignes de l'entraîneur, que tout le monde joue comme on doit jouer, qu'il y a plus de bonnes choses qui vont arriver, mais c'est sur une très, très longue période. Là, dans un court échantillon, il peut arriver beaucoup de frustration, de choses frustrantes. Peut-être qu'il y en a qui l'apprennent une fois rendu à ce niveau-là, d'un point de vue individuel, par exemple, parce que c'est des gars qui ont pour la plupart tous dominé partout où ils sont passés, qui étaient toujours le joueur en qui on avait confiance, puis sur qui on comptait pour faire la différence, qui ont amassé les points à la tonne, à la pelletée, puis là, tu arrives dans ce contexte-là. Alors, d'un point de vue plus individuel, comme dans le cas de Slavkovski, par exemple, peut-être qu'il l'apprend à la dure, là, que tu peux tout bien faire, ce que ton entraîneur te recommande, puis appliquer ses directives, puis bien te préparer, puis bien manger, puis prendre soin de ton corps, puis, tu sais, accumuler rester positif, puis... accumuler les enseignements et que tu n'as pas les résultats qui viennent Josh en conséquence. Josh Anderson est un bel exemple aussi. Tu sais, c'est un gars qui a beaucoup de métiers, il a beaucoup d'expérience, il fait beaucoup de bonnes choses. Je suis abasourdi des fois de voir le niveau de critique, le nombre de critiques qui sont dirigées à l'endroit de Josh Anderson. Tu sais, c'est pas un joueur de hockey parfait, mais on a eu souvent ces discussions-là, Alex et moi, que si le Canadien échangeait ce gars-là, probablement que la direction se mettrait immédiatement à la recherche d'un autre attaquant de puissance comme ça, un gars de ce gabarit-là qui patine comme ça. Et c'est le joueur qui a obtenu le plus de chances de marquer de qualité cette saison chez le Canadien. Donc, il fait les bonnes choses. Définitivement, il fait les bonnes choses. Il n'y a aucun but. Et à un moment donné, avec un jeune joueur, ça doit être très difficile. Ça doit être facile de sombrer du mauvais côté, de perdre confiance totalement et de ne pas être capable de se retrouver là-dedans. Et j'imagine qu'Anderson a assez d'expérience pour continuer à cogner dans la porte jusqu'à temps qu'elle puisse être défoncée. Mais après 15 matchs, ça doit être dur mentalement. J'ai des chances à chaque match, puis je ne suis pas capable de marquer. C'est sûr. Parce que Martin Saint-Louis n'arrête pas de répéter
qu'il fonctionne par séquence. Ouais. Josh Anderson, il dit ça, puis c'est vrai. Mais j'avais fait le décompte, puis il y avait une fois, il y avait une période de 11 matchs d'affilée depuis qu'il était avec le Canadien, sans marquer. Une fois, 11 matchs de suite sans marquer. Sinon, ses séquences, c'était plus 9 ou 7. Là. Donc oui, c'est vrai, mais on n'est pas dans le même... C'est une longue séquence. C'est pas le même ordre. Là, on est Non. rendu à 15 matchs de suite, puis il obtient des chances de marquer. Encore dimanche, 6 lancés au filet, quelques chances de marquer. Honnêtement, il y a beaucoup de malchance là-dedans. Là. Ben oui, absolument. On le sent que quand il va se mettre à compter. On parlait tantôt des difficultés du Canadien à 5 contre 5. Le jour où Anderson recommence à produire au rythme d'un gars de 20 buts, 20-22 buts par année, ça change la donne. Puis Caulfield à 5 contre 5 a un but aussi depuis le début de la saison. Alors que c'est le gars qui a eu le plus de présence à 5 contre 5 dans l'équipe. C'est le gars qui a le plus marqué à 5 contre 5 au cours des 2 dernières années. Je pense qu'on en parlait avec Marc-Antoine vendredi. Ça peut changer le portrait aussi pour le Canadien. Mais justement, j'ai une idée. J'ai une idée pour ça. C'est une nouvelle idée. Non. J'en parle depuis 2-3 semaines. Là, je comprends là, que c'était pas pire. Là, comment est-ce qu'il s'appelle? Pierce Tanner, Pearson, Monahan, puis Gallagher. Puis je comprends là, que ça a donné un nouvel élan à Gallagher, là, mais à un moment donné, là, c'est pas plus important que justement Caulfield puis Anderson, de leur donner peut-être un peu d'air, un peu d'aide. Tu dis, Martin, les critiques à l'endroit d'Anderson sont dures. Je suis entièrement d'accord, mais comme il me semble qu'il y en a une solution bien facile là, pour donner un coup de pouce puis de prendre le meilleur joueur de cette équipe-là, ou le meilleur joueur de centre, ou enfin le deuxième meilleur joueur de centre de cette équipe-là, et de le faire jouer avec ces gars-là. Avec Caulfield? Avec Caulfield, avec Anderson, ou peu importe, mais tu as 2 centres offensifs de premier niveau. Fais-les donc jouer avec tes alliés offensifs de premier niveau. Enfin, c'est pas du... C'est une réflexion qui se vaut tout à fait. Moi, c'est ce que... En fait, c'est ce que je croyais qu'il allait arriver quand Christian Dvorak revenait au jeu. Parce que Saint-Louis, par le passé, avait tendance à placer Dvorak, 3e trio, c'est sa chaise, pour reprendre son expression. Joue avec Gallagher, bon, ça ne marchait jamais. Alors, c'est peut-être ça qui a fait en sorte qu'il a allumé puis qu'il a voulu essayer d'autres combinaisons. Mais si, effectivement, tes joueurs de premier plan sont en panne puis ne fournissent pas ce qu'ils devraient à 5 contre 5, à force égale, peut-être que ça vaut la peine de repenser ça. Moi, je ne suis pas contre du tout l'idée, en fait, de faire jouer Sean Monahan avec Cole Caulfield. Parce que Caulfield... Depuis qu'il est éloigné de Suzuki, c'est pas la panacée. Là. Mais à 5 contre 5, ça ne l'était pas avant non plus. Bon. Tu vois? Ben, il y avait quand même... Ouais. Mais on le voit moins, il est moins dangereux. Il y a peut-être, les résultats sont peut-être à 5 contre 5, il est moins. Reste que c'est un franc-tireur de premier plan. Puis si le Canadien a cette fiche-là, c'est en bonne partie grâce à lui. Là. Oui. Mais et puis, on dit oui, il marque à 3 contre 3, oui, mais maintenant, ça fait partie du jeu. Puis si le Canadien est en relativement bonne position, c'est parce que Caulfield est capable de faire ça, puis il n'y en a pas d'autres. Donc, on ne va pas déprécier sa valeur pour autant, mais c'était une bête à 5 contre 5 l'année dernière, puis là, il n'est pas là du tout. Alors, peut-être qu'effectivement, de le faire jouer avec Monahan, qui connaît une excellente saison, n'est pas une mauvaise idée. On revisitera l'idée tant qu'elle ne se Peut-être que sera c'est ça pas... qui arrive là, en ce moment, là, C'est ça. une demi-heure, on ne sait pas. Là. C'est très excitant. On va aller dans l'Ouest, on va parler des Oilers tantôt, mais avant, parlons un peu de l'opposition du Canadien. Enfin, pas tant pour... parce que, bon, il y a des bonnes chances que vous nous écoutiez puis que le match, comme une fois de plus, vous allez en savoir plus que nous autres. C'est assez fréquent. Ça se peut que vous nous écoutiez alors que le match a déjà été joué. Mais, c'est de la visite annuelle. Hein? Oui. Les Flames ne viennent pas plus qu'une fois à Montréal. Non. Puis c'est surtout que c'est une équipe... Moi, je suis étonné. J'en parle un peu la semaine passée. Dans mes équipes canadiennes, là, que je pensais que ça allait bien aller, ils étaient là. Puis là, c'est peut-être... Enfin... On se disait Sutter est parti, le gros méchant. Ça va faire du bien. Le gros méchant loup. On était... C'était pas si simple. Alors moi, je voyais les Flames en série et les Oilers gagner la Coupe Stanley. Oui. C'est ce que j'avais dit. Oui. Écoute, ça, c'est dans ma série. C'est ma série de bonnes prédictions qui se poursuit. Les prédictions sont toujours à leur meilleur au début de l'année. Exactement. Au mois d'octobre. C'est ce qu'on appelle une prédiction. On va t'appeler Monsieur Octobre. Je suis comme le nouveau Brian Savage. Oui, c'est ça. C'est moins bon au hockey, ça, Monsieur Octobre. C'est moins bon au hockey. baseball. Ouais. Monsieur Octobre, c'est Reggie Jackson. Oui, ça, c'est le vrai Monsieur Octobre. Okay. Oui, mais au hockey, c'était Brian Savage. Ouais. C'est pas un compliment.
Parce qu'il Non. marquait 23 buts, dont 17. Mais, comme Au mois Martin dit d'octobre. toujours, un marqueur de 23 buts, c'est un Il en marqueur de marque 23 23. buts. S'il en marque Ouais. 17 dans le premier mois, il va quand même finir avec 23. Oui. Puis s'il fait gagner son équipe au mois d'octobre, les 2 points, Hein? ils lui valent 2 Ils points. valent autant. De quoi on parlait? Je sais pas. On parlait des, je pense qu'on Oui, parlait Calgary. des Flames. Oui. Oui, c'est ça. Oui, donc je disais en série, effectivement, puis on voyait les Canucks pas là pantoute. Donc bref, c'est ça. c'est bien pour dire. Hein? Mais Calgary, là, je pensais que l'année dernière était probablement l'accident de parcours. Ça semble plus être une tendance qu'une anomalie l'an passé. Pour voir là, comment ça se passe jusqu'ici cette saison. C'est étonnant parce que cette débandade-là est survenue après leur saison de 111 points, il y a 2 ans. Gagne la Pacifique, la division Pacifique, devant Vegas, devant les Oilers, tout ce beau monde-là. Franchissent un premier tour, duel au deuxième tour contre Edmonton. Tu sais, on les sentait En lancer. ascension. Cette équipe-là a beaucoup changé, tu me diras. Oui. C'était celle de Matthew Tkachuk et de Johnny Gaudreau, qui a réchauffé le banc, hein, Johnny, à Columbus. Mais ça va tellement bien à Ça, Columbus. c'est un autre débat. Mais bref, c'est plus la même gang, on s'entend, mais on avait tous l'impression que Brad Treliving, le directeur général de l'époque, qui est aujourd'hui avec Toronto, avait réussi à Sauver. à tirer les marrons du feu. Ouais. Hein, en échangeant. Il avait le dos au mur, il était acculé au mur. Il était Fait- accumulé au pied du mur. Accumulé au pied Accumulé du mur. au pied du mur. C'est un péronisme. Oui, on dit acculé au Non, mur. accumulé au pied du mur, c'était Claude Ruel. C'est un ruellisme. C'était. Oh! On Mais dit, on on dit- dit acculé au mur, les enfants. Les enfants à la Ou maison. Au pied du mur, mais Ouais. pas acculé au pied du mur. Surtout pas accumulé. Encore moins. Et donc, bon, il était un peu comme Marc Bergevin dans le dossier Max Pacioretty à l'époque. On savait que Tkachuk allait partir, puis bon, il y avait un peu les mains liées. On avait tous l'impression qu'il s'en était bien tiré. Ouais. Avec l'échange du Berdo, va chercher en plus Mackenzie Weegar au passage, le défenseur. Ça s'est vraiment pas passé comme on le croyait. Et aujourd'hui, on regarde l'état des Flames de Calgary et on se dit, wow, il est mieux de ne pas mettre ça dans son CV parce que c'est peut-être l'équipe qui est la moins bien construite présentement et qui est Ben, face à une des ouais. plus grandes impasses. Ben, Mais tu regardes les individualités et tu te dis, les individualités. Oui, mais. ça devrait fonctionner. Pourquoi ça fonctionne pas? Oui, mais ça ne fonctionne pas. Non, je sais. C'est ça qui se passe, ça ne fonctionne pas. Et il y a quoi? Ils ont 5 défenseurs qui sont joueurs autonomes sans compensation, dont 3 importants. Là. Et puis, il y a le joueur de centre numéro 1, Elias Lindholm aussi. Alors, tu te dis, on fait quoi? Est-ce qu'on se lance dans une reconstruction? La reconstruction totale n'est pas vraiment possible parce que Nazem Kadri et Jonathan Huberdeau, ce n'est pas échangeable. Donc, on va peut-être procéder à ce qu'on appelait à l'époque Ah oui. un retool. Sur Disait-on le fly? réusinage? Ah, c'est bon, réusinage. On disait réinitialisation. Réinitialisation, c'est mieux parce que réusinage, d'après moi, c'est C'est pas, peut-être c'est pas français. non. On va y aller avec réinitialisation. Je pense qu'on n'aura pas le À choix. la volée. Ils auront, Craig Conroy n'aura probablement pas le choix d'opter pour cette solution-là. Mais c'est triste de voir que Jonathan Huberdeau arrivait d'une saison de 115 points. Il a fini 2e ou 3e marqueur de la Ligue cette année-là, il y a 2 ans à peine. Alan Walsh était en campagne sur les réseaux sociaux pour qu'il soit nommé au trophée Hart, rappelez-vous. C'est pas arrivé. Et puis, l'année d'après, donc, échangé. Puis je comprends qu'il y a de l'adaptation et tout, mais sa production chute de plus de la moitié, passe à 55 points. C'est pénible, on le voit. Tout le monde pense que c'est la relation acrimonieuse qu'il y a avec son entraîneur de la vieille école, Darryl Sutter, à l'époque. Maintenant, Ryan Huska débarque. Ça se passe pas mieux. 7 points en 14 matchs. C'est dur pour un athlète un athlète point, un athlète de sa trempe. T'sais, il est l'attaquant, le 8e attaquant le mieux payé en moyenne annuelle, là, à 10,5 millions par année de toute la Ligue nationale. 8e. Et sa production depuis qu'il est arrivé avec Calgary, il est 101e parmi les attaquants de toute la Ligue. Donc, pour la fierté d'un athlète de sa trempe, c'est certainement difficile à encaisser. Hier, il était de bonne humeur. Ouais. Quand on l'a croisé dans le vestiaire, oui, il avait passé son dimanche de congé avec la famille. Il disait qu'il avait beaucoup de difficultés à décrocher, que c'était pesant, qu'il pensait beaucoup. Il était assez honnête là-dessus. Que peu importe les circonstances, il partait avec ça à la maison, puis il avait de la misère à penser à autre chose. Alors, espérons que son petit séjour familial lui ait fait le plus grand bien. On va lui souhaiter de se relancer parce qu'il est au début d'un long séjour à Calgary. Là. Veut pas, c'est la première saison d'un contrat de 8 ans. Ils sont condamnés à essayer de trouver une solution avec lui, d'une manière ou d'une autre, en allant chercher le bon personnel.
échanger. Faites l'acquisition d'Alexander Barkov, Dieu du ciel, je ne sais trop. Je fais des blagues, mais il va vraiment falloir qu'il y ait cette réflexion-là. Et il risque de faire partie d'une réinitialisation. Donc, ce n'est pas du tout le contexte dans lequel il pensait, quand il s'est entendu avec les Flames, là, dans lequel il pensait évoluer. Ça a changé beaucoup. Et on verra ça à l'œuvre un peu ce soir. Là, le Calgary qui est 4-8-2. On en parle moins parce que ça flambe encore plus au nord de l'Alberta. Ouais. Ils ont seulement un point de plus que les Oilers d'Edmonton et ça ne va pas dans la bonne direction. Ouais. Moi, je pense que les gens, je pense que beaucoup d'amateurs croient qu'on peut prendre un joueur dans un environnement X et le transposer dans un environnement Y et qui va continuer à fonctionner automatiquement au même rythme qu'il le faisait à l'autre endroit. Et c'est pas vrai. Je pense que c'est pas vrai pour n'importe quel. À part, mettons, Michael Jordan, là, ou l'exception de l'exception. Encore, prenons notre exemple, mettons, là, on apprend demain matin, on reçoit à la fin de la journée, aujourd'hui, un appel qui dit écoute, dorénavant, tu ne travailles plus à Radio-Canada, tu t'en vas travailler au Journal de Montréal ou à TVA ou tu as été échangé au Soleil de Québec. Écoute, tu arrives dans un environnement, tu n'as pas choisi ce déménagement-là. Tu peux conclure un contrat. Tu sais, quand on t'offre un contrat à 10,5 millions par année, tu dis pas non. Là. Tu dis, écoute, je suis là, il me l'offre, je vais le prendre, puis on verra ce qui va arriver. Mais, et je me rappelle, c'est l'an dernier ou l'année d'avant où j'ai lu la biographie de José Mourinho, le grand entraîneur de foot, entraîneur de Chelsea. Puis il disait, je me suis fait souvent blâmer pour des transactions qu'on a faites qui n'ont pas marché, qui n'ont pas fonctionné. Il y en a qui ont fonctionné à merveille, il y en a qui n'ont pas fonctionné. Puis quand ça arrive, c'est la faute à personne. C'est juste que les circonstances font en sorte que on n'est pas compatible, l'athlète n'est pas compatible avec le milieu dans lequel il tombe, on n'est pas prêt à l'accommoder comme lui aimerait que ça se passe. Puis l'étincelle ne se fait pas et c'est tout. Il ne faut pas essayer de trouver une explication à pu finir. Ça ne fait juste pas arriver. Et tu regardes, Huberdeau venait de connaître là, une saison de 115 points en Floride, 85 mentions d'aide. C'est un record pour un ailier gauche. Un record dans l'histoire de la Ligue nationale. Il arrive à Calgary du jour au lendemain. Il tombe à 40 mentions d'aide. Son entraîneur qui commence à serrer la vis et tout ça. Un contexte pas facile. Et là, ça part encore plus mal. Il est moins 13 après 14 matchs. C'est catastrophique. C'est moins 13 dans les 10 derniers matchs. Il a accumulé ça dans les 10 derniers matchs. 0 but, 3 passes. Il est le nouvel entraîneur de l'équipe, le colle au banc et tout ça. Donc, c'est très difficile de surmonter ça. Et c'est ce que je me demande en le regardant aller. Je me dis, il est juste tombé dans des circonstances qui font en sorte qu'il n'y a pas de compatibilité. Puis ça va juste continuer à démolir comme ça. T'sais. En tout cas, il n'y a pas de compatibilité en ce moment. Ça va peut-être changer, mais... Mais là, ça fait comme une saison. On arrive à une saison... Plus qu'une saison. Mais comme Alex dit, ils vont peut-être être condamnés à essayer de trouver de la compatibilité avec d'autres joueurs parce qu'ils n'ont pas le choix. Certainement pas échangeable. Et j'allais dire, c'est... Parce que tu as entièrement raison, Martin, quand tu dis que c'est pas aussi simple là, de transposer des jeux. C'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Mais en plus de ça... Le fait que Huberdeau venait de connaître une saison, je ne veux pas dire que c'est une anomalie, mais c'était... C'était pas ça. Jonathan Huberdeau, c'était pas un joueur de 115 points. Là. Mais c'était un joueur de plus d'1 point par match depuis 4 ans avec les Panthers de la Floride. C'était un gars de 90 points. Exactement. Bon, on en est quand même très, très loin. Là, on est un gars de 45-50. Je suis d'accord, mais cette dernière saison-là a dopé sa valeur. Peut-être, il aurait peut-être gagné 9,5 au lieu de 10,5, mais est-ce que déjà là, dans l'imaginaire, c'est moins frappant? Tu franchis pas C'est moins frappant. Puis... Il y a comme un alignement des astres là, pour que ça aille mal. Parce que tu signes un contrat au-dessus de ta valeur, ce qui n'est pas anormal, là, ça arrive souvent, mais dans un contexte où est-ce que là, tu as de la difficulté à te faire justice, puis c'est d'autant plus compliqué de sortir de ce trou-là. Là. Mais c'est un excellent point que tu apportes, Martin, parce que regarde, Marc-Antoine, depuis qu'il est arrivé ici, beaucoup moins performant que quand il était chez The Athletic. Je veux juste voir s'il écoute le balado. On va voir vendredi. Sans blague, on accepte l'idée. Lui, au moins, il peut s'asseoir avec Harpen sur la passerelle de presse. Il n'est pas totalement dépaysé. Il n'est pas complètement dépaysé. Il est encore dans son environnement. Il est loin de Barkov. Il ne peut pas aller prendre une bière. Mais on accepte l'idée inverse très facilement.
Tu sais, il y en a plein d'exemples de joueurs qui n'étaient pas dans un bon contexte, puis on parle du changement d'air bénéfique. Puis là, des gars qui changent de contexte et qui se mettent à produire. Il y en a à l'appel, on ne va pas se mettre à tous les nommer. Mais inversement, on réfléchit rarement au scénario que tu viens de décrire. Le changement d'air maléfique. Et puis, mais il y a aussi de... Tu es habitué de te promener avec ta Lamborghini en Floride. C'est ça que ta Lamborghini bleue Miami en Floride. Et là, tu arrives... C'est plate à dire, mais tu vas à l'entraînement en Gogun. Il n'y a jamais personne... Tu sais, aller à l'entraînement en Gogun, honnêtement, là, moi, ça me parle. Tu peux le faire à Calgary, mais ça se peut que tu te fasses amputer 2 orteils. Comment il s'appelait? Il y a un espoir du Canadien qui a essayé... oui, Danny Cristo. Danny Cristo l'a essayé, puis il a perdu, on avait d'ailleurs un orteil. Quelqu'un sur le site Internet de Radio-Canada, à l'époque, quelqu'un avait titré Cristo de glace. Et on le salue! C'était de mauvais goût. Non, il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu son orteil. Non, je pense pas, mais il a été blessé. Il s'est blessé en marchant dans la neige. Il n'a pas perdu d'extrémité. Je pense, au moins. Là. Mais c'est meilleur, ça fait une meilleure blague si... Mais il y a ça aussi. Puis Huberdeau pouvait bien passer 3 semaines sans marquer un but. Il n'y a personne qui l'écœurait à Sunrise. Au-delà des Gougounes, c'est ça. Il y avait beaucoup moins de pression. Personne qui l'écœurait à Sunrise. Alors, c'est... Allez... Écoutez-moi bien, là. Il n'y avait personne qui l'écœurait à Sunrise. À l'époque, même dans le junior, il jouait à Saint John's. Il n'y avait personne qui l'écœurait. Sûrement pas tant que ça. J'imagine. Alors, il a quand même connu des contextes non écœurants. Non écœurants. Faible en écœurant. Je sais pas, moi, sa blonde, est heureuse à Calgary? Peut-être qu'elle aime ça. Puis je veux pas lui prêter des intentions, mais mettons qu'elle aime pas ça. Là. Je suis sûr que ma blonde préférait Sunrise. Enfin, je dis ça, mais ça, je peux le faire. Écoute, c'est ma... par rapport à ta blonde, la Floride? Bref, tout ça pour dire, on divague. Un peu. Mais c'est possible, ça aussi. Peut-être qu'il n'est pas si heureux que ça là-bas, puis pour d'autres raisons que le hockey. Puis ça transparaît après. Alors, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il va avoir le temps de s'adapter parce qu'il est là pour un bout de temps. Puis on lui souhaite qu'il soit capable de renverser la situation. Bon. Il va sûrement exploser, comme la plupart des joueurs québécois le font, au Centre Bell, un petit mardi. Exploser là, offensivement. Yeah, it is quite different. When I was there as interim head coach with New York, it was fun. It was there was no pressure on me. I was there running the bench, and obviously being in the NHL was exciting. And now it's a little bit different. Obviously, when you are the head coach here and it's your position, and your decisions are being questioned and evaluated. Obviously, there's a lot more pressure. Chris Knobloch qui nous expliquait que, évidemment, c'est beaucoup plus stressant de devenir entraîneur-chef des Oilers que de le faire par intérim avec les Rangers, les quelques matchs où il a remplacé le staff là-bas qui était incommodé par la COVID, si ma mémoire est bonne. C'était lors de son allocution de présentation, lui qui est le nouvel entraîneur des Oilers. Je pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'étonnement quand on a appris que Jay Woodcroft était congédié. C'était peut-être pas enfin, vous me direz si c'était la bonne chose à faire, mais on s'y attendait un peu. Là. Même vendredi dernier, j'ai failli vous demander qui de lui ou DJ Smith va passer à travers le week-end. La réponse, c'était DJ Smith. Parce que Jay, ça ne s'est pas passé pour Jay. Woodcroft, on en a parlé la dernière fois aussi, il ne pouvait plus survivre. Là. Dans le contexte, il n'y a aucun entraîneur qui va survivre à ça avec une équipe qui a des attentes aussi élevées. C'est impossible. Mais il est victime des circonstances. Parce que c'est pas de sa faute. C'est pas 100% lui. Et à quelque part, non. Je ne pense pas que ce soit justifié. Mais la vie n'est pas juste. Le monde c'est pas loyal. Ce n'est pas loyal. Le succès n'est pas loyal loyal. À ce que tu as accompli. Et c'en est un très bon exemple. Intéressant. Et tout ça, Woodcroft n'aura eu qu'une seule saison entière avec les Oilers quand on y pense. Mais comme tous les anciens entraîneurs des Oilers récemment. Oui, mais malheureusement, tu sais. Puis, comme je le disais la semaine dernière, il a clairement fait franchir un seuil à cette équipe-là, avec ses performances en séries éliminatoires, selon moi. Et puis, si on n'aime pas la façon dont cette équipe est bâtie, ben c'est plus haut qu'il faut regarder. Plus haut, plus loin? Non. Un peu plus haut, un peu plus loin. Ouais. Martin, surpris? Ou enfin, j'allais vous relancer. Écoute, je trouve ça incroyablement... ça démontre à quel point il n'y a aucune sécurité d'emploi pour un entraîneur, peu importe le succès que tu connais. Là, cette équipe-là,
sortait d'années de misère, de longues années de misère quand Woodcroft est arrivé. Il y a une fiche gagnante, nettement gagnante, 79 victoires, 41 défaites. 3 rondes éliminatoires de franchis au cours des 2 dernières années, une présence en finale de conférence. Un mauvais début de saison et t'es parti. Et j'ai hâte de voir. Il y a des... Alors que tous les chiffres, excusez-moi, là, mais tous les chiffres disaient que les Oilers généraient autant d'attaques qu'avant à 5 contre 5 et étaient même un peu meilleurs pour, pas supprimer, mais en tout cas, Atténuer atténuer éteindre. l'impact de l'autre. Ils étaient meilleurs défensivement aussi, donc bref, on comprend. C'est leur gardien. qui faisait C'est ça. les gardiens. Ouais. Les gardiens. Non, mais Les gardiens. il y en a juste 2 aussi. C'est ça. C'est pas brillant. Donc, si on regarde ça froidement, tu as des dirigeants dans cette équipe-là qui ont appuyé sur le bouton panique. Là, on dit qu'il y a une scission entre Jackson, le nouveau président des opérations hockey, et Ken Holland, que Ken Holland se serait fait tasser. Mais ça veut dire que si on regarde ça froidement, il y a quelqu'un qui a appuyé sur le bouton panique et dit on va changer. Nos gardiens ne font pas le travail, tout démontre ça, mais on va changer l'entraîneur. Et écoute, j'ai hâte de voir. Tu sais, il y a des études scientifiques qui ont été faites dans les sports majeurs en général, mais dans le monde du hockey en particulier, qui démontrent que quand une équipe n'est pas fonctionnelle, que tu changes d'entraîneur, il y a un soubresaut qui survient au début. Puis après ça, l'équipe revient à la normale, le chasser naturel, il revient au galop. Et si, avec le même personnel de joueurs, si Stuart Skinner n'est pas plus performant devant le filet, bien, ça va rester. Ils ont gagné. Ils ont remporté leur premier match hier contre les Islanders. Ça, c'est le soubresaut. Bravo. Écoute, ça va peut-être durer 1 semaine, 2 semaines, mais j'ai hâte de voir si, équipés comme ils sont équipés là, tout était une anomalie. Si ça revient à la normale, on va dire, le changement d'entraîneur a fait ça, mais Non, mais le naturel des Oilers, c'est pas ça. c'est pas les 15 matchs. C'est pas 2-8-1, là. Donc, ça se peut qu'ils reviennent au naturel, mais que ce soit C'est pas ça. du tout ce qu'on Que a ce vu soit en pas début lié, de ouais. saison. C'est ça. Et si les gardiens continuent à ne pas performer comme ils l'ont fait, mais le naturel ne reviendra pas. Ce ne sera pas la faute du reste de l'équipe. C'est comme une question en 2 temps, mais moi, je m'attendais à ce que ce soit quelqu'un d'expérience, hein, quelqu'un, justement, là, qui débarquerait là avec, je sais pas, là, une certaine aura. Et là, j'entends que là... Claude Julien. Je pense que tu s'ennuie l'avais de identifié, c'est CJ. vrai. On aurait aimé ça voir Claude. Ou enfin. Et là, tu parlais de Jackson, le nouveau président. C'est comment? Jeff Jackson, L'ancien le nouveau agent. président. C'est l'ancien agent de Connor McDavid. Chris Knobloch, c'est un ancien entraîneur de Connor McDavid. Mais il y a du monde qui commence à trouver que ça fait bien du... Ils ont engagé sa gardienne aussi, je pense. C'est ça qui s'occupe son ancienne maintenant. gardienne. S'occupe Tu es maintenant. en train de parler de népotisme. Ben voilà, je suis en train de me demander, ces gens-là, on Ça a népote. tous, on a tous un chalet. On n'a jamais vu ça nulle part. Non, mais il n'y a pas de joueurs dans le népotisme à Montréal. C'est peut-être là la nuance. Oui, Mike Matheson, c'était un joueur ouais. du népotisme. C'est vrai, c'est un joueur il jouait pour le népotisme. Non, mais est-ce que, bon, en 2 temps, est-ce que McDavid emmène trop large? Est-ce une chose qui se peut? Puis, c'est ça, est-ce que vous vous attendiez peut-être, quoique Knobloch, on ne le connaît pas, là, il va peut-être être bon, là, mais reste que tu changes un peu un entraîneur recru pour un entraîneur recru. Woodcroft avait pas tant de pas un CV, là. C'était pas Claude Julien. Là. Bref, c'est un peu du pareil au même. Là. Voilà. Est-ce que non, mais c'est une question pertinente, mais Dans laquelle on n'a pas la réponse, malheureusement. Il faut appeler Patrick Henry. est-ce que c'est Connor McDavid qui emmène trop large ou est-ce qu'on On veut se plier à Connor. veut tellement Ouais, C'est ça. Moi, c'est ce que je l'envelopper pense. dans du papier bulle, qu'il soit heureux, qu'il veuille passer le reste de Pas sa tant vie? pas. Connor. Alors, c'est ça. Des fois, Ouais, ça serait ça. Parce que ça, c'est pas une bonne. ça pourrait être ça. Parce que si McDavid n'a rien demandé, Mais c'est un peu. il y a Jeff Jackson était lié à Chris Knobloch depuis longtemps aussi. Donc, c'est pas une nomination Ben oui, ils sont tous rencontrés au party chez Connor, au chalet. au chalet. Ouais. C'est pas une nomination qui sort de nulle part. OK. C'est un entraîneur qu'il avait dans sa mire depuis longtemps. Ils ont une relation depuis longtemps. Il y a une proximité entre les deux hommes. Un chum, c'est un chum. Un chum, c'est un chum. Et puis, peut-être qu'il juge aussi que c'est un des meilleurs... J'imagine qu'il juge que c'est un des meilleurs entraîneurs disponibles. Là. C'est peut-être pas pour rien qu'il l'aimait et qu'il s'en est rapproché non plus, parce qu'il doit le trouver compétent.
Alors, on peut penser que ça vient de là. Il faut espérer que ça vienne de là. Ce qui est bizarre, c'est que lui a dit, non, on n'a pas consulté McDavid. Puis Harlan a dit, j'en ai parlé à mes leaders. Alors, est-ce que McDavid n'est pas un leader dans cette formation? En tout cas, je ferai un scandale avec ça. Si Ken Harlan en est à sa dernière année de contrat. C'est ça, c'est achève, ça. Hein? Et tout indique que ça achève, effectivement. Pour tout ce que vous avez fait pour moi, les sacrifices de temps, les sacrifices financiers, tout le voyagement. Merci d'avoir cru en moi, d'avoir cru en Équipe Canada avant même que j'y croie. Vous m'avez donné des ailes. Hey, un mot pour offrir nos félicitations. Attention, un hommage tellement hockey, ça va mal virer. Caroline Ouellette ne mérite pas ça. Mais on voulait souligner puis lever notre chapeau à ceux et celles qui ont été intronisés officiellement hier soir, lundi soir. Des fois, souvent, on se plaint que ça manque de gens de chez nous. Là, il y en avait quand même quelques-uns. On va le souligner aussi. Il y avait bien sûr Caroline Ouellette, Vincent Turgeon. Pierre Vincent Turgeon. Pourquoi j'ai... Ah non, c'est parce que j'ai marqué Vernon, puis je suis pas capable de me relire. Pierre Turgeon. Pierre Lacroix, à titre posthume. D'ailleurs, est-ce que ça avance, cette biographie de Pierre Lacroix que je t'ai demandé d'écrire? Non. Ah, bon. Il va falloir que je demande à quelqu'un d'autre. J'ai écrit celle de Gilles Lupien, où il est fortement question de la rivalité entre agents. Ah oui? Il va être Il y a un question de passage de Pierre. Oui. Puis là, après ça, tu pourras peut-être plus écrire celle de Pierre, c'est ça? Peut-être. Non, C'était assez féroce. Ah oui, bien, on imagine. Ah ben là, c'est bon, une bonne poignée. Pierre Lacroix, donc, à titre posthume, puis Pierre Turgeon, puis je vais nommer les autres. Il y avait 3 gardiens, évidemment, parce que c'est ça, 2023, 3 gardiens. Retenez ça. Mike Vernon, Henrik Lundqvist et Tom Barrasso, puis Ken Hitchcock aussi à titre de bâtisseur. Alors, bravo. Puis, il n'y a pas de... Peut-être Barrasso, mais il n'y a pas... Hey, Tom Barrasso. Vraiment de polémique. Tom Barrasso, là, n'est-il pas passé directement De l'école secondaire de l'école secondaire. à la Ligue nationale de hockey? Je m'excuse. Ouais. C'était un gardien gaucher, c'est-à-dire la mitaine dans la main droite, là, donc. J'ai toujours aimé ça. Puis il a gagné la coupe avec des radieux pingouins. C'était facile de J'aimais faire bien, moi, assemblant. Tom Barrasso. C'était facile de faire assemblant de casser du sucre sur lui. On le salue. Numéro 35. Puis, et déjà, nous, on est tourné vers l'avenir. Déjà. Oui. On regarde droit plus haut. Et c'est quand l'avenir? C'est vendredi? C'est c'est l'heure du lunch. Là. Mais là, en fait, c'est moi juste, je voulais ouvrir la discussion là-dessus. Jaromir Jagr, Je connais pas. qui prend sa retraite, là, va d'ailleurs, son chandail sera retiré le 18 février par les C'est vrai, Pingouins de ouais. Pittsburgh. Je me demandais si ça vaudrait le coup pour le Temple de la renommée du hockey de lui ouvrir ses portes. Est-ce qu'il mérite une exception? Immédiatement, oui, c'est ça. Si on peut faire exception à la règle qui stipule qu'on ne peut pas avoir disputé de match professionnel ou international pendant au moins 3 ans avant de pouvoir rentrer au Temple de la renommée. Donc, il y a 10 joueurs qui ont 10? qui ont Je pensais passé pas qu'il y en avait outre, mais autant. c'est vieux. Il y en a dans les années 40, tout ça. OK. Mario Lemieux, non? Le Oui. mieux, Gretzky le Lafleur. dernier. Gretzky le dernier en 99 parce que le mieux, à sa Il est première revenu. retraite en 1997, on l'a fait entrer Mais directement et il est revenu au jeu C'est en pas l'an le cas de 2000. Guy Lafleur aussi? Lafleur était aussi Ouais, au Temple même de la chose. renommée, mais il est rentré après son 3 ans. Et il est revenu au jeu tout de suite OK, après. c'est Mais il parce n'a pas qu'il- eu le droit à la période de... OK. Il n'a pas eu cette Mais ça a été un exemption-là. membre du Temple de la renommée qui jouait, Oui, comme le mieux. il y en a 3. Ah, L'autre étant Gordie Howe. ben oui. Évidemment. Alors, donc, ils sont 10 et parmi eux, c'est ça, Gretzky le dernier, Bobby Orr. Il y a quand même Maurice Richard, Jean Béliveau, Mario Lemieux. Il y a quand même 3 Québécois dans le lot. Mais personne depuis 99. Et Jaromir Jagr est quand même le 2e meilleur pointeur de tous les temps de la Ligue nationale. Une faramineuse et fabuleuse carrière. Ouais, 1921. Il En est tout au cas, 2e rang, Oui, il a dépassé tout le monde, sauf Wayne. sauf Wayne. Il est le seul à être dans les 1900, là. 1921, je pense. Je dis ça En termes de points. là. En termes de points. Donc, Est-ce qu'il mérite Ben, moi, d'aller j'aimerais dire, de ça. ne pas passer go et d'aller directement au Temple de la renommée? exact. Ben, Moi, si quelqu'un le mérite, c'est je lui. trouverais que ce serait un bel hommage pour un joueur exceptionnel. Est-ce que quand tu entends que c'est le 2e meilleur pointeur de la Ligue, est-ce que tu fais « Ah! » Moi, je fais « Ah! » Et on s'entend, Il a manqué 3. Il est il a- allé jouer 3 ans en il a KHL. manqué 3 saisons. Il y a eu le lockout de 2004-2005. Il y a eu la moitié de la saison 94-95 qui a raté aussi. Même celle de 2012-2013 parce qu'il jouait encore. Là. Mhm. Donc, il a manqué 2 saisons là et il est allé en jouer 3 dans la KHL. Ajouter 5 saisons à Jagr, dont, disons, 2 où il était encore capable Dans son d'amasser entre prime. 100 et 130 points par Ouais. année. Il aurait été le seul à s'approcher de Wayne Gretzky un peu.
Bon, ben, moi, j'accepte. Alors, écoute, je n'irai pas militer avec une pancarte dans la rue pour ça, mais s'ils le font, tant mieux. Je n'ai pas de problème avec ça. Merci, Martin. Non, c'est qui le gars en face du... C'est Martin Leclerc. Devant le temple de la... Hein, c'est quoi, là? Avec son chandail 60. Ouvrez les portes Avec une perruque en molette et un chandail numéro 68. Bon, c'est ça. Comme à chaque fin d'épisode, je m'aperçois qu'on a de la jasette. Surtout que j'aimerais ça juste, on y reviendra, mais pendant qu'on enregistrait les couleurs de la nouvelle équipe Montréal, vous savez que les camps de la LPWHL... Comment ça s'appelle le van? Comment ça s'appelle le van de Montréal? Le son? L'écho. Ça, c'est pas officiel. Ça, d'ailleurs, Jean-Alexis, notre producteur, là, tu vas pouvoir t'amuser avec ça. Si l'équipe s'appelle l'Écho. Il y a des... il dit mais là, ils vont pas garder ces noms-là pour vrai. Ah, ça se peut. Le Torche de Toronto, là, ils ont des couleurs, mais ils n'ont pas de nom. Ah, ils sont là. Regardez. Ah, bon, je vais vous montrer. C'est ça. Ils ont des couleurs, mais ils n'ont pas de nom. Donc là, j'ai dit, à chaque fois qu'on en parle, on dit des affaires négatives. Là, bon sang, trouvez ça beau. Là. C'est beau. C'est un beau blanc. C'est un beau blanc. Ben, c'est crème, c'est un blanc cassé. Bon, Jacques-Alexis, il n'y a pas d'accent. Il n'y a pas d'accent. Ben, avec raison. C'est peut-être un... Comment avec raison? Ben, il y a raison de le souligner. Ah oui. Non, mais c'est peut-être un... Ils vont peut-être l'ajouter, là. C'est pas... Oui, mais tu le fais la première fois. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise de l'ajouter. C'est ça. Fait que... Ne manquez pas l'hommage de tellement C'est bien mal parti, tout ça. L'hommage de tellement manqué au dévoilement des chandails. Est-ce que vous trouvez ça? Moi, je trouve ça beau. Les couleurs, dites oui, Alex, les couleurs t'as raison, sont belles, c'est beau. Les couleurs sont belles. Martin dit c'est beau. Je préfère de loin celui avec le blanc ça cassé. C'est pas aux couleurs du wild un peu? Il semble y avoir de ça, mais c'est vraiment le Bourgogne, je pense, qui est la signature. Ouais. C'est clair. Hey, on aime ça, j'ai dit. Oui. On aime ça. On ira militer. Si vous nous voyez, militons. C'est ça que je viens de comprendre. Ça a pris un petit délai. Oh boy. La semaine va être longue. OK, il est votre... Attends, parce que la semaine dernière, tu as sourcillé à mon utilisation du terme admirateur. Je me rappelle pas. Au lieu d'auditeur, là. Oui, oui. Bon, puis l'admirateur en question, Nicolas Gagné-Côté, nous a écrit. C'est pour ça ça ne qu'il dérangeait disait... pas que je le nomme. Okay. Ouais, de ce que je comprends, c'est surtout un admirateur de Martin. Je pense que c'est de là où on tire grandement notre popularité. Un homme de goût. Les admirateurs de Martin. Tu l'aurais mis en contact avec Daniel Brière. C'est un professeur. Et puis, il y a quelques années, tu l'as mis en contact avec Daniel Brière. Il faisait une activité avec sa classe. Son groupe de français. Exactement. Je ne vais pas lire le courriel au complet, mais en tout cas, c'est bien gentil à Nicolas de nous avoir écrit. Puis, mais écoute, je pense que tout le mérite revient à Daniel. Ce professeur-là m'avait écrit, il avait dit on fait un travail, j'aimerais ça entrer en contact avec Daniel. Et j'avais dit écoutez, c'est pas moi qui décide. Je vais contacter Daniel, je vais donner vos coordonnées, puis s'il a le temps de faire le suivi, s'il veut le faire, il va le faire. Et donc, cette classe-là de français avait fait un travail avec Daniel Brière. Donc, 2 jours plus tard, il recevait un message de Daniel Brière, qui est vraiment un chic. Ça, c'est un chic type. Oui. Chapeau et on vous salue. Puis merci de participer comme ça, puis de partager. D'admirer Martin. Et d'admirer Martin. Et d'aimer notre balado. C'est ça, on se reconnaît là-dedans. Alors, justement, il est admiré, et ce n'est pas lui, devant le temple de la renommée, avec une pancarte. C'est notre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Merci, Martin. Toujours un plaisir, merci pour vrai. Je suis très fier de notre balado, honnêtement. C'est quoi, c'est notre 6e saison? Oui. C'est ça? On a eu 5 ans. J'ai essayé de faire 2 parties. Ça n'a pas marché. On a commencé, à l'automne 2018? Oui. Je dirais qu'une personne sur 2 ou 2 sur 3 qui m'écrivent parlent du balado. C'est pour le balado. Ouais. C'est quand même... c'est une chose. On se fait... Alex et moi, on est rendu des grosses vedettes. Dans Villeray, on n'est pas... Quand tu te fais reconnaître dans un lieu public par ta voix, c'est quand même... Ça veut dire que les gens... Ça nous est arrivé tous les deux, d'ailleurs, non? Moi, je faisais un direct à la télé. Le gars m'a reconnu par ma voix, parce que ma face... Moi, ma meilleure, puisqu'on est là, à se péter bretelles, c'est je traversais le coin de la rue avec mes enfants que j'engueulais, fait que je parlais. Puis il y a une jeune femme qui traversait en croisée, puis elle était en train d'écouter le balado, puis là, elle m'a entendu, puis là, on a tous les deux eu un moment de... Puis mes enfants sont corrects, finalement, mais
Non, mais ça traverse pas. Je Les leur dis, enfants sont corrects. concentrez-vous quand on traverse la rue. Je le dis encore. OK, Alexandre Gascon, je t'ai pas dit merci. Non, mais là, c'est fait. Je te dis merci. Tu es l'un de nos 2 journalistes affectés aux affaires du Canadien et de la LNH. Un gros merci au Mixmaster Souli, aux tables tournantes aujourd'hui. Ça a bien été Pendant aujourd'hui dehors. avec Souli. Ça a bien été, oui. Merci, Souli. Et à Jacques-Alexis Bernardin, fier entraîneur des Grizzlies de Boucherville. Bravo, Jacques-Alexis, pour ton championnat. Ces lignes de côté, à boire du Gatorade. Merci pour ton travail à la production Tellement Hockey. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.